les gens m'encouragent beaucoup et il y a beaucoup de félicitations pour l'ISSD. Je sais d'ailleurs que la meilleure façon de mesurer la température de la gestion, c'est en rapport avec le nombre d'étudiants qui fréquentent l'Institut. Et quand les étudiants sont là, ils viennent, ils s'inscrivent. Et lorsque nous-mêmes nous recevons des feedbacks, vous savez, lorsque vous formez un personnel de santé, ne vous en faites pas, ça n'entraîne pas. Ceux qui sont engagés au clinique universitaire, Mamaye, Saint-Joseph, vous avez des échos. Et ils vous disent, ah, ben, on a vraiment impeccable, ça me sera malin. Et quand nous-mêmes, nous, ils sont sur le terrain des stages, nous avons une équipe qui descend pour faire le suivi de leurs activités. Bon, je commence par vous dire que je suis le promoteur aussi. Oui. Je suis DG depuis 2000, l'école a commencé en 2004. Moi, je suis DG depuis 2005. Depuis 2005. Ouais. Et de 2005 à aujourd'hui, vous êtes sûr que l'évolution est positive? Oui. Et positive. Cette positivité, selon une certaine opinion, est due au fait que vous êtes suffisamment financé par le politique depuis Kinshasa. Et selon cette opinion, toujours, la preuve est que vous avez été 2 fois candidat député. On peut vous situer sur le plan gauche ou droite. Kabiliste de l'époque, où vous étiez dans l'opposition à cette époque? J'ai toujours été dans l'opposition à cette époque-là. Toujours dans l'opposition. J'ai été militant dans l'MLC de Jean-Pierre Bemba. Et c'est là où j'ai beaucoup œuvré. Après le départ de Jean-Pierre Bemba, en fait après son arrestation, nous avons résisté, mais vous connaissez la débandade qu'il y a eu. Ses propres proches collaborateurs ont quitté le bateau. Et ça commençait à balancer. Je commençais à me poser la question, où est-ce que je vais aller? Et j'ai rejoint Martin Fayoulou. Et j'ai travaillé dans les directoires de l'ECID avec Martin Fayoulou. Et c'était avant 2011. En 2006, j'étais candidat député provincial. En 2011, il n'y avait qu'une seule élection, la députation nationale, j'étais candidat député national. Et c'est quoi la raison de votre échec? Pourquoi vous avez échoué? Est-ce qu'il y a eu échec? Parce que vous n'êtes pas passé depuis. Oui, justement, il faut poser la question à l'histoire. Tout Kassangoul, vous savez, en 2006, que le premier, c'était M. Desbottes. J'étais premier, je le dis bien. Et même ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, si vous leur posez la question, s'ils sont honnêtes, ils vont vous le dire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que vous savez, en 2006, même s'il y a eu tricherie, mais en tout cas, 2006, c'était une élection quand même qui réussit. Parce que chaque bureau affichait des résultats. Et tout le monde a eu le temps de voir son résultat, de prendre et de faire la sommation. Et j'étais premier. J'ai reçu à une semaine de la proclamation des résultats un coup de téléphone. Le coup de téléphone venait de qui? Je ne savais pas. On n'était pas seulement trop sages. Si c'était aujourd'hui, ils n'allaient pas réussir à aller avec leur coup. Le coup de téléphone disait ceci, Papa Desbottes, savez-vous que vous êtes élu député? J'ai dit oui, je suis au courant. Mais il y a un problème. J'ai dit lequel? Les Bambouta nous ont dit que comme député professionnel à Kassangoulou. Les premiers Moupaya, les deuxièmes Moupaya. Ils ont fait allusion à moi et à Papi Mambo. Ils ne les ont pas cités. Ils ont dit les Bambouta ont dit. Mais moi, j'avais de la peine à comprendre que c'était quel Bambouta. Et ils ont donné une condition. Ils ont dit ceci. Ils veulent bien vous voir, vous, Papa Desbottes, travailler avec celui qui est en 3e position, qui est le fils des terroirs. Ils veulent te voir travailler avec lui, mais pas avec l'autre. Ils voulaient parler de Papi Mambo. Pour quelle raison, je ne sais pas. Alors, ils m'ont demandé. Ils attendent que vous ameniez des moyens. Nous vous donnons 24 heures. Donc, demain soir, nous allons vous rappeler, quand vous avez des moyens, ils vont faire des négociations pour vous maintenir, vous, alors que j'étais déjà premier, vous maintenir, vous, avec celui qui est 3e. J'ai dit, si je comprends bien, vous voulez évincer celui qui a réussi pour placer celui qui n'a pas réussi. Dans cette situation, où est mon problème? En quoi je dois intervenir? Surtout que je n'ai pas eu de subsides, de financement pour faire mes campagnes. C'est avec mes maigres moyens. Et maintenant que nous sortons des élections, où trouverez-vous ces moyens pour faire face à ce que vous demandez? De toutes les façons, je vais me battre, je vais
poser la question à mon directeur, on va discuter. Et s'il y aura une solution, on va vous parler. Ils étaient tellement pressants que je n'ai pas eu le temps. La voix, oui, j'essayais de dire, est-ce que ça peut être qui? Ça peut être qui? Et même dans mes analyses, je suis arrivé à comprendre qui ça pouvait être. Mais comme je n'avais pas de preuves, nous sommes réunis les jours après, parce que c'était vers 18h45, 47 comme ça. On s'est réunis les jours après avec l'équipe. J'ai dit, voilà ce qu'on m'a dit hier soir. Même les réflexes de savoir qu'aller avec chez Vodacom, parce que j'étais des réseaux Vodacom, peut-être qu'on peut découvrir qui a fait ça, ces réflexes à ce moment-là n'existaient pas. Les vrais acteurs du malheur de la province du Congo central, excusez-moi si je vais citer les noms, ça sera une méchanceté de ma part. Moi, je peux seulement vous dire que parmi les gens qui ont travaillé à la tête de la province du Congo central, je peux vous citer certaines personnes qui avaient les soucis de cette province. Et ceux-là, c'est à vous à dire pourquoi on n'a pas cité ceux qu'on n'a pas cités, c'est donc eux les malheurs. Depuis 2006 jusqu'à ces jours, je vois Mbacha et je m'arrête. Et là, je parle pour le poste de gouvernorat. Je vois Mbacha et je m'arrête. Et ceux dont je n'ai pas cité, je ne peux pas dire plus parce que je ne les ai pas vus à l'œuvre. Mais un peu bien avant ça, j'avais vu un papa qui n'est plus vivant, Fouka Unzola. Fouka Unzola ne parlait pas trop, mais c'était un monsieur qu'on a vu partout à travers les territoires, à travers les différents territoires de la province, en train de poser les actes. Je me suis dit, si ce papa était en bonne santé, vigoureux, et s'il a fait longtemps, il allait faire quelque chose. Je le cite parce que lui, c'était avant. Mais après, je vous dis Mbachi. Et après Mbachi, rien. Non, je ne suis pas chez Fayoulou. Je ne suis pas chez Fayoulou parce que comme situé politiquement présenté. Oui, politiquement, à la dernière présentation ici, j'étais dans l'UNC de Vital Kamerhe. J'étais dans l'UNC de Vital Kamerhe. Donc, êtes-vous dans l'Union sacrée ou non? La question est forte. Je ne me suis pas engagé personnellement. S'il y a eu un engagement sur le plan du parti politique, c'est cet engagement que vous allez considérer. Mais personnellement, je ne me suis pas positionné. Donc, par ramification, vous êtes dans l'Union sacrée? Oui. Par ramification, oui. Je précise. Oui. Et que pensez-vous de la gestion de la province et du pays en général par l'Union sacrée depuis le départ des communistes? Bon, je pense que nous sommes à c'est une période que je considère comme une période de transition. Je considère cette période comme étant une période de transition. 2 ans pour une transition, c'est tout. Oui, au départ, non, c'est une année, parce que ce n'est même pas une année. Parce que la première année, selon les dires du président de la République que nous avons suivi, moi j'ai cru à ça aussi, que l'Union, en fait, l'FCC cache, c'était un ensemble incohérent. Des gens qui ne réfléchissaient pas de la même manière, mais qui se sont mis ensemble pour des raisons qu'ils connaissaient. Ils ont cru à ces raisons-là, mais en fin de compte, le président de la République a compris qu'avec cette allure, il n'avancera pas. Et il a arrêté. Il a provoqué ces divorces que tout le monde connaît aujourd'hui. Et l'Union sacrée est arrivée. Personnellement, je n'ai pas encore les chiffres, mais tout ce que je sais est qu'il y a accalmie en rapport avec des événements fâcheux tels qu'on les sentait auparavant. Les viols, on en parle de moins en moins. Les décapitations, on en parle de moins en moins. Les menaces, les apparitions brusques des rebelles dans des coins et recoins, ça diminue. Il y a même des arrestations des sujets rebelles. Et moi, ça m'encourage. Vous savez, dans tout ça, ce qui fâchait dans le passé, c'était quoi? On a parlé de M23, on a parlé il y a eu plusieurs groupes de coups d'abattoirs et consorts. Et chaque fois que ces gens faisaient provoquer la mort dans la population congolaise, la solution qui venait, c'était il faut les réintégrer dans l'armée. C'est comme pour dire, entre parenthèses, dans notre armée, il y a beaucoup de rebelles aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'était une solution efficace. Moi, je dis non. Les rebelles, sa place, c'est l'arrêter, démontrer à la communauté, voici celui qui faisait mal. Et voilà ce que nous faisons de lui. Et les gens doivent sentir ça. Parce que nous ne pouvons pas négocier la liberté. Nous ne pouvons pas négocier la paix.
Ça, c'est un droit de tout le monde. Le pays nous appartient et c'est que nos amis, nos frères de l'Est, moi je connais bien Béni, je connais Boutembo, j'ai déjà été plus d'une fois. C'est que nos amis de là vivent, c'est inacceptable. Et si il y a des gens qui pensent qu'il faut négocier, je ne suis pas de leur côté. Moi, je suis du côté de ceux qui pensent que l'état de siège là, que ça ne s'arrête pas tant que la solution n'est pas trouvée. Au contraire, je suis en train de croire que le président de la République va amener son entourage, disons les gouvernants en général, à prendre une mesure plus forte que la présente. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en finir. Il faut en finir. Et tous ceux qui disent non, ça risque d'être grave, ils savent ce qu'ils veulent. Nous savons dans l'histoire de notre pays qu'il y a ceux-là qui se présentent devant la population comme étant des leaders d'opinion, des leaders pour la population, mais ils ont des dividendes dans tout ce qui se passe là-bas. Ils récupèrent. Et c'est triste, c'est malheureux d'être traître jusqu'à ce niveau-là. Moi, personnellement, je ne les tolère pas. Je suis d'accord vis-à-vis de toutes les mesures qui peuvent être prises pour traquer les rebelles et en finir. J'ai suivi un politicien, un député de Kivu une fois à la télé 50, qui s'est fâché parce que le président de la République n'a pas contacté Kagame pour prendre des décisions, alors que nous sommes Congolais. Ce qui se passe, ce n'est pas au Rwanda, c'est chez nous. Jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas trouvé une autre mesure qui remplace celle-là. Toute mesure qui sera beaucoup plus efficace par rapport à celle-ci, je soutiendrai. Mais pour le moment, par rapport à ce que ces peuples étaient, je les suis à la télévision. Les caméras passent, ils applaudissent l'armée. Dernièrement, j'ai vu des jeeps avec une artillerie forte. Et moi, je pense que ce sont des mesures qui tranquillisent, qui réhabilitent sur le plan psychologique notre population. Je ne peux que soutenir ça. Bon, j'ai suivi le procès du débit à la fin. J'ai continué à regretter aujourd'hui. Nous regardons même dans des films, nous participons à des débats, disons, au palais de justice à travers les pays. Lorsqu'il y a un problème, des dossiers à traiter. Mais quand quelqu'un dit que c'est moi qui ai pris cette histoire que vous cherchez, mais tous les suspects, on les libère. Le jour où Jamal avait déclaré que l'argent, les 57 millions, c'est lui qui avait pris via la banque centrale et qui dit quoi ça, Robank et consort, j'ai cru que ce jour-là, Kamer sortirait. En tout cas, si ça ne considérait que cet argent-là de 100 jours, j'ai cru qu'il sortait. Parce qu'il y a quelqu'un qui a accepté que c'est lui qui a pris. Mais curieusement, ça n'a pas été fait. Nos juges, je vais le dire sans mettre de l'eau dans la bouche, nos juges doivent fournir un effort considérable pour leur propre crédibilité. Moi, je veux bien, Kamer n'est pas un dieu, il n'est pas un ange. Si Kamer a commis une faute et que vous avez des preuves, punissez Kamer. Nous acceptons. Mais quand les messieurs, vous n'avez pas pu sortir une preuve pour démontrer qu'il a volé, et celui qui a pris l'argent a dit oui, c'est moi qui ai pris. Regarde la cour d'appel tout à l'heure là. La cour d'appel vient de réagir. Ils étaient à 20 ans avec Jamal qui a pris l'argent. Aujourd'hui, Jamal, il ne reste que 5 ans. Mais Kamer qui n'avait pas pris à 13. Alors vous allez expliquer ça comment? C'est compliqué. Je me rappelle que lorsque moi je suis arrivé à Kassaoulou, et je pense que c'est là que vous voulez poser la question, il n'y avait pas à Kassaoulou une structure qui faisait la chirurgie à Kassaoulou. Ça n'existait pas. Quelqu'un qui tombe malade à Kassaoulou, il faut l'amener rapidement à Sonabata. C'est loin. À cette époque-là, l'époque Koweït, si vous vous rappelez, il n'y avait pas de route, une mauvaise route. Pour arriver à Sonabata, vous pouvez faire même 2 jours en cours de route ici. Et tantôt on ramenait les gens à Kinshasa. Et nous avons vécu cette période-là. Un accident d'auto, vous amenez quelqu'un à l'hôpital, il faut faire ceci et cela, on ne peut pas, la personne meurt. Nous avons vu des femmes enceintes pour une césarienne, elles meurent. Et on a passé des mauvais moments comme ça. Et c'est à ce moment-là, c'est ce que nous appelons en développement les besoins ressentis. Les besoins étaient très ressentis dans la communauté, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et je me rappelle que ça coïncidait avec la même période où je pensais, parce que quand je suis arrivé à Kassaoulou, j'ai travaillé comme superviseur dans la zone de santé de Sonabata. Et Sonabata, c'était le chef-lieu de la zone de santé. Il n'y avait pas de zone de santé à Kassaoulou, il n'y en avait pas à ce moment-là.
Et c'est nous qui contrôlions à l'époque tout Kassangou. Pour arriver dans un centre de santé, trouver un infirmier avec un diplôme, c'était toute une histoire. C'était des gens qui étaient formés sur l'État. Même ici à Kassangou, le chef-lieu. Mais pour aller un peu loin, c'était quoi votre source de financement en fait pour l'action qui était posée par vous? Les sources de financement, c'était mettre sur pied une ASBEL avec une cotisation de membres. Nous n'avons jamais, en fait, entre guillemets, si vous parlez des blocs opératoires, parce que j'étais en train simplement de dire que c'est à la même période où j'avais pensé remplacer les infirmiers sans titre par des infirmiers avec titre. Et c'était la création de l'ITEM qui a eu lieu en 1990. Mais avant ça, parmi les conditions de viabilité, pour qu'on accepte qu'une école médicale fonctionne, il faut qu'il y ait un hôpital général de référence. Kassangou n'avait qu'un centre de santé, qui était Massa, aujourd'hui hôpital. Or, pour devenir hôpital général de référence, il y a 4 services traditionnels qui doivent exister. La médecine interne, la chirurgie, la pédiatrie et la gynéco-obstétrique. S'il n'y en a pas, il n'y a pas hôpital général de référence. Et alors, Kassangou avait la médecine interne, Kassangou avait la pédiatrie et la gynéco-obstétrique. Il lui manquait les blocs opératoires pour avoir la chirurgie. Et vous avez fait un don? C'est comme ça que je me suis dit, il faut un bloc opératoire à Kassangou. Avec quelle source de financement, quel revenu? Oui, je vous ai dit que l'idée c'était quoi au départ? L'idée c'était, moi avec les maigres moyens que je peux avoir et mon ASBEL, nous pouvons financer l'opération jusqu'au niveau de la ceinture ou bien de la construction de la maçonnerie. Et la partie charpente et toiture, nous allons négocier avec le médecin chef de zone qu'il accepte de les toller et que Kassangou est pas médecin chef de zone, médecin directeur. Et je suis allé le voir, je lui ai soumis le projet, il était très d'accord avec moi. Et il a même contribué comme les autres membres de l'ASBEL. Et moi-même qui étais au sommet du truc, j'ai donné plus, comme vous pouvez imaginer. Et je vous épargne du détail. Vous donnez plus, surtout vous êtes pasteur, il y a l'argent de l'offrande qui entre. Je n'étais pas encore pasteur. Ça, c'était avant 98. Je n'étais pas encore pasteur. Et l'idée, c'était plus l'arrivée de l'ITEM et la population qu'il fallait aider parce qu'il y avait beaucoup de cas de mortalité à cause du manque de blocs opératoires. Bon, il est difficile pour moi de le dire clairement. Dire que c'est bien géré, c'est mentir. Parce que cette mauvaise gestion n'est pas nécessairement en rapport avec des animateurs. Et pour bien gérer, vous avez besoin des ressources. Et quand ces ressources sont bien définies, et ces ressources entrent et que c'est mal utilisé, on parlera de la mégestion. Mais dans le cas d'espèces, les entités territoriales décentralisées vivent de la rétrocession. Et qui dit rétrocession, on voit les gouvernorats qui doivent envoyer de l'argent. Je me rappelle qu'il y a un moment donné, les différents administrateurs du territoire qui passaient ne faisaient que se plaindre. Et je n'ai jamais discuté avec l'actuel administrateur du territoire. L'actuel, on n'a jamais discuté. Mais ceux qui sont passés avant, ils se plaignaient que l'argent de la rétrocession n'arrivait pas. Et comme la rétrocession n'arrive pas, avec quoi ces pauvres gens pouvaient faire avancer le développement de Kassangou? Kassangou n'a plus de route, ça fait la honte. Un hôpital général de référence avec la mort qui sert même Kinshasa, où il n'y a pas de route. Et même lorsqu'on amène les malades en urgence, rien que l'état des routes peut aussi aggraver la situation du malade. La route du territoire à la zone pluvieuse, c'est malheureux. Et c'est comme si ça ne posait pas de problème. Kassangou, ça fait plus de 10 ans qu'une pluie diluvienne avait détruit les ponts qui reliaient la cité, Luzamba, Makengele et tout ça, avec Kassangou, le centre. Et silence absolu. Donc on comprend. Élit du peuple, tout ça, même les plaidoiries pour faire quelque chose par rapport à ça. Zéro. Et derrière le centre social, il y avait un autre pont là-bas qui était cassé. Le monsieur qui a cassé les ponts, semble-t-il, avait versé de l'argent auprès des autorités de ces temps-là et qui ont bouffé. Ils ont juste mis un passage pour les piétons, mais les véhicules ne passent plus. Kassangou est détruit au vu et au su de tous, même au vu de ceux qui sont responsables, mais il n'y a pas de réaction digne de ces noms. Ça fait mal au cœur.
Oui, c'est une discussion de tous les temps. Moi, je participe à plus d'une réunion avec les gens de la SNEL, avec leurs délégations qui viennent de Matadi et de partout, par rapport à ces problèmes de tarification. Ils ont des explications qu'ils donnent. Et quand vous regardez de près, ça vous fait mal au cœur. Moi, personnellement, je vous dis, hein, je parle de moi. Moi, j'avais un compteur de tous les temps qu'ils ont placé eux-mêmes. Et le compteur, je pointe. Après un moment, je trouve la facture s'est multipliée par 2, alors que la consommation n'a pas changé. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Lors d'une réunion, ils me disent, non, non, nous allons descendre voir. Toute la délégation est descendue chez moi à la maison, je regardais. Après une semaine, ils vont me dire, non, 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 tu as la compteur Oyo. Pour vérifier ce qui est malamu, oh, mais ça malamu. Et ils ont dit non, 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 alors dans ce cas, puisque vous résistez, tout le deuxième compteur, toute l'année de travail. Ils ont placé un deuxième compteur. J'ai eu un moment donné deux compteurs. Et j'ai regardé les deux compteurs fonctionner de la même manière. Après un moment, tout va dire. Le problème est résolu? Non, pas résolu. Ils ont multiplié par 2. Et sans résoudre les problèmes là, la facture est restée en haut. Mais ils m'ont quand même laissé le nouveau compteur. J'ai dit, bon, écoute, je ne m'en occupe pas, continuons. Après un moment, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont encore passer pour demander les nouveaux compteurs qui étaient là. Ils vont révisiter. Aujourd'hui, je vous dis que je n'ai plus de compteurs. Moi qui avais les compteurs, moi qui avais payé à l'époque les frais pour les compteurs, je n'en ai plus. Je suis devenu encore avec une facturation forfaitaire comme tout le monde, en fait, comme la majorité. Où est-ce qu'ils sont allés placer mon compteur? Je ne sais pas, mais comme je vois que les maisons à Kasangulu poussent comme des champignons, il y a des gens qui investissent et ces gens-là ont besoin du sérieux pour que la SNEL démontre qu'elle est sérieuse. Elle pense qu'il faut aller déshabiller Saint-Pierre pour aller habiller Saint-Paul.